Normalement, tu le vois. C'est sur la page du lac. Le là-bas. Tu vois pas comme ça. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu le vois? Ok. Alors, bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à distance. On se retrouve aujourd'hui justement pour parler de l'éducation. L'éducation en Centrafrique. Et le thème qu'on a retenu, c'est l'éducation en Centrafrique, un pari pour l'avenir. C'est la question qu'on s'est posée. Et donc, autour de ce sujet, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites, mais on va se concentrer essentiellement sur des constats. L'idée ici, ce n'est pas d'aller jusqu'au stade des solutions. On va simplement évoquer les constats et ensemble, on va essayer de discuter autour des différents constats qui vont être faits. Alors, pour parler de l'éducation scolaire en Centrafrique, on s'appuie sur un verbe en particulier, c'est le verbe instruire. Alors, c'est un verbe qui fait partie des verbes de Boganda, dits de Boganda. Parce que Barthélemy Boganda, le feu président, à l'époque, dans son parti politique, ils avaient 5 piliers. Et le verbe instruire fait partie de ces piliers-là. Donc, pourquoi instruire? Il y a plusieurs raisons. Donc ici, on va mettre en avant quelques-unes. Ça permet à un individu de se perfectionner, notamment à travers la lecture, l'écriture, l'écoute et même la locution. Ça permet également de développer le sens de l'esprit critique. Alors, pas de l'esprit de critique, mais l'esprit critique. Donc ça permet à un individu d'utiliser la logique pour faire face à une situation, ou permettre à un individu de prendre les bonnes décisions. Et le troisième point qu'on va mettre en avant ici, ça permet de mieux vivre dans la société. Alors moi, j'ai un exemple très souvent que j'utilise, j'entends souvent parler en Centrafrique, je vais prendre un exemple qui se passe chez nous. Très souvent, on a la population alors, on le voit dans des images, les canalisations, on a des gens qui vont jeter des ordures là-dedans, et on a tendance à accuser ces populations-là. Dire que pourquoi ils font ça? Comment ça se fait qu'on va nettoyer une canalisation aujourd'hui? Le lendemain, les gens vont déverser des déchets qui vont finir par boucher la même canalisation. Et on se pose des questions dessus. Et souvent, on accuse ces gens-là. On dit que c'est de leur faute. Ils ont bien vu qu'on a nettoyé, et comment ça se fait qu'ils jettent des déchets. Moi, je ne les accuse pas directement. Les responsabilités sont partagées. Pourquoi je dis ça? Parce que, pour ma part, une population qui est bien éduquée, qui est bien formée, ne va pas se permettre de faire ce genre de choses. Et c'est là où le premier niveau de responsabilité, moi, je l'attribue simplement à l'État. Parce que si cette population est bien éduquée, si elle est bien formée, si on met à sa disposition des bennes dans lesquelles ils peuvent jeter les ordures, je ne pense pas que les gens vont s'amuser à aller jeter les ordures n'importe où, n'importe comment. Donc du moment où ils n'ont pas à leur possession des bennes pour les ordures, du moment où ils n'ont pas à leur possession des endroits où ils peuvent déposer les déchets pour que ça puisse être traité après, ils vont les jeter, comme on le voit. Donc pour moi, les responsabilités sont partagées. Et ça, malheureusement, comme je l'ai évoqué initialement, un peuple mal formé ou pas bien formé va justement se permettre de faire ce genre de choses qu'on a l'habitude de voir. Et donc, grâce à l'instruction, ça permet à un individu de respecter la loi. Ça permet aussi à un individu de respecter l'autrui. C'est important de savoir où se limite notre liberté et la liberté de l'autre. Et ça permet également à quelqu'un de prendre connaissance de ses propres droits. Et ça, ce sont des éléments qui sont essentiels. Donc on dit très souvent aussi en Centrafrique qu'on a une part de jeunesse dans la population qui est très importante. On entend souvent parler du chiffre 75% de la population est jeune. Mais cette jeunesse-là, si elle n'est pas bien formée, quelles sont les conséquences que cela peut poser à la nation? Et donc pour nous, une jeunesse qui est majoritaire mais bien formée, c'est forcément une source de développement.
important pour la République centrafricaine. Donc là, je vais laisser la parole à Nelson qui va vous évoquer quelques chiffres en ce qui concerne l'éducation. Alors en général, on a souvent tendance à faire un constat négatif du niveau scolaire en République centrafricaine. Mais du coup, pour faire ce constat, c'est plus facile en fait de l'étayer par des chiffres. Et pour ce faire, pour cette conférence, on a essayé d'utiliser des chiffres qui sont parlants, qui vont nous permettre d'évaluer le niveau scolaire en République centrafricaine et de pouvoir en déduire certains constats. Aujourd'hui, on peut voir que concernant le taux d'alphabétisation en République centrafricaine, pour les personnes de 15 à 24 ans, on peut voir aujourd'hui que ce taux est à 37%. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 75% de la population qui est analphabète, qui ont des difficultés à lire, à écrire ou à compter. Et pour une population, on va dire que ces chiffres sont énormes et ça met en évidence en fait un certain déclin et certains manquements au niveau du préscolaire et du scolaire, donc tout ce qui concerne le niveau primaire, donc qui va de la crèche ou de la maternelle jusqu'au collège et au lycée. Et donc du coup, ce chiffre en fait, il montre une réelle en fait décadence du système scolaire. Et du coup, aujourd'hui, ça va être à nous tous, société civile, gouvernement, à travailler ensemble pour trouver des solutions pour que la population soit plus instruite dans ce domaine. Aujourd'hui aussi, on peut noter qu'il y a 25% des enfants qui sont non scolarisés, pour des raisons diverses et variées. La pauvreté est un premier facteur. On peut aussi mettre en avant les coûts liés à la scolarité, qui ne sont pas évidents pour toutes les familles. J'ai eu des témoignages de directeurs d'école, et notamment à Bangassou, qui disaient que aujourd'hui les familles n'ont pas la possibilité de financer la scolarité de leurs enfants. Et en général, ce qui est fait, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui ont été trouvées. Mais en général, c'est si les familles ne peuvent pas scolariser leurs enfants, soit les enfants ne vont pas à l'école, ou sinon on essaie de trouver des situations transverses. Et par exemple, il y avait cette solution du troc. Par exemple, on essaye de, si les frais de scolarité sont à 100 francs CFA par mois et que les parents ne peuvent pas payer, parfois dans certaines localités, ce qui est fait, c'est qu'on va apporter des matières, que ce soit des bœufs, que ce soit des productions, où on va étudier la valeur, et de cette valeur, en fait, c'est ça qui va permettre de régler les frais de scolarité. Donc, dans tout ça aussi, on peut voir que la République centrafricaine traverse une situation difficile, mais que malgré cette situation qui est difficile, on essaye quand même de trouver des solutions pour que les enfants puissent avoir un certain niveau d'instruction et puissent accéder à la scolarité. Ensuite aussi, on peut noter le taux de redoublement pour les enfants qui vont à l'école, qui est de 17%, donc presque un quart des classes, en fait, on a les enfants qui redoublent. Donc ça, c'est un chiffre qui est quand même élevé par rapport à d'autres pays d'Afrique. Malheureusement, on n'a pas pu vous montrer les chiffres, mais c'est quelque chose qu'on pourra vous faire parvenir dans la synthèse de cette conférence. Ensuite aussi, certains chiffres qui sont à mettre en parallèle et à mettre en évidence, c'est le nombre d'élèves par classe. Aujourd'hui, en République centrafricaine, on a trop peu d'enseignants et on a énormément d'enfants par classe. Dans le secteur privé, en moyenne, c'est 75 élèves par classe, et dans le secteur public, en moyenne, c'est 50 élèves par classe. Et donc, du coup, par ces chiffres, en fait, on peut montrer la difficulté pour les enfants de suivre les classes, en fait, le rythme scolaire. Et on peut aussi montrer la difficulté liée à l'organisation. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, dans certaines localités, pour éviter d'avoir 75 élèves dans la classe, parfois,
les professeurs sont obligés de couper la classe en deux. Faire des écoles le matin et faire des écoles l'après-midi. C'est aussi des solutions qui ont été trouvées pour permettre aux enfants de suivre une meilleure scolarité, mais on peut voir que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir apprendre et s'instruire correctement. Et puis enfin, le dernier chiffre qui est criant que Shadrach va développer plus tard, on peut notifier que 63% des enseignants sont des enseignants rémunérés par les ménages. Ce qu'on appelle communément chez nous en République centrafricaine, les maîtres parents. Et pour faire partie d'une structure associative, en plus du LELAB qui s'appelle OSAC, dans notre structure associative, en fait, on finance ces maîtres parents parce que l'État n'est pas en mesure, en fait, de mettre à la disponibilité des élèves des professeurs. Et donc, du coup, pour que les enfants puissent suivre une scolarité, entre guillemets, normale, là, on est obligé de financer des maîtres parents. Et aujourd'hui, quand on voit ce taux de 63%, qui est la moyenne dans le pays, mais qui peut être plus élevé aussi dans certaines localités, on peut se poser la question par rapport aux charges liées au ministère de l'Éducation pour la formation des professeurs sur le terrain. Donc par rapport à ça, je vais laisser Shadrach s'exprimer sur les différentes parties qui vont nous suivre durant cette conférence. Merci Nelson. Alors, comme on l'avait dit, c'est l'idée de cette conférence, on va rester essentiellement sur les constats. L'idée ici, ce n'est pas d'aller jusqu'aux solutions, parce que l'objectif, c'est de constater ce qui se fait ou ce qui existe. Et une fois ces constats établis, on essaiera par la suite d'essayer de mettre des solutions en face. Alors c'est un travail qui prendra certainement un nombre de mois possible, mais l'idée c'est à la fin, on vous mettra à disposition un livrable dans lequel vous allez trouver des pistes de solutions aux différents problèmes. En tout cas, on va mentionner quelques-uns ici, mais aux différents problèmes qu'on va identifier par la suite. Donc on parlera de la formation, le constat en termes de formation, le constat en termes de contenu, le financement, l'organisation et aussi les différentes structures qui existent. Alors en termes d'organisation et de structure, donc dans les recherches qu'on a commencé, on a identifié quelques éléments. Nelson l'avait évoqué, on a des problèmes d'enseignants. Donc on a trouvé par exemple une école à Birao où c'est un rapport, un document qui mentionne que dans cette école-là, il y a un enseignant qualifié pour 140 élèves. Alors on vous laisse le temps d'analyser ces chiffres-là, un enseignant pour 140 personnes dans une classe. Vous imaginez de quelle façon cet enseignant peut dispenser les cours. Comment cet enseignant peut faire pour suivre chaque élève. Comment il peut faire pour identifier les difficultés éventuelles que les élèves de sa classe peuvent avoir. Donc, autant de questions qu'on peut se poser et naturellement on voit tout de suite que ça pose un réel problème. De cette façon-là, il ne pourra pas suivre correctement ce qui se passe dans sa classe. C'est-à-dire identifier les enfants qui ont peut-être besoin plus d'attention, qui ont des difficultés, etc. On a aussi, dans les recherches qu'on a faites, on a fait quand même quelques heures d'écoute aussi, on a trouvé un reportage qui a été diffusé sur une radio locale en Centrafrique, où un responsable du secteur éducatif dans la Nana Mambere, donc la préfecture de Nana Mambere, qui nous parlait, il évoquait les chiffres concernant le nombre d'écoles dans cette localité-là. Donc en tout, il y en a 147, et sur les 147 écoles, il y a 89 enseignants qualifiés et 170 maîtres par an. Nelson l'avait évoqué avec un pourcentage de 63%. Donc si vous faites le calcul, vous allez tomber à peu près sur ces chiffres-là, mentionnés par Nelson. Et ce qu'il avait mentionné aussi, c'est que les maîtres par an sont payés par les parents d'élèves. Donc admettons, moi j'ai 3 enfants qui vont à l'école, en tout cas le fondamental 1, je dois chaque mois donner 300 francs CFA. Et dans les propos de ce monsieur, il y a des parents qui ont des difficultés, et quand c'est comme ça, il y a certains maîtres parents qui décident, face à ces situations, de mettre l'élève dehors, tout simplement. Et donc cet élève-là ne peut pas suivre les cours. Donc vous imaginez aussi la suite et les conséquences éventuelles sur ce mode de fonctionnement. Donc vous voyez qu'en termes d'organisation, ça pose clairement des problèmes. Et en termes de structure aussi, quand on a 140 élèves dans une classe, il y a des choses à faire pour essayer
d'apporter des solutions à ce problème-là, parce qu'on l'a identifié en tant que problème. L'idée ici, ce n'est pas de discuter des solutions, on va juste évoquer un constat lié aux différents problèmes qu'on va trouver. On a le financement de l'éducation centrafrique. Alors, dans les recherches qu'on a faites très rapidement, on a remarqué que seulement 1,26% du PIB est dédié aux dépenses de l'éducation. Et dans les recherches qu'on a faites, on s'est rendu compte que c'est le taux le plus bas en Afrique, dans son ensemble. Ça représente le taux le plus bas. Aussi, on a vu que pour l'année 2024, il y a 24 milliards qui sont alloués aux dépenses de l'éducation sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Alors ce chiffre-là, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que pour rentrer dans les détails, pour voir si éventuellement ça répond aux besoins de l'éducation centrafrique, ça sera ce qui sera fait dans un temps 2, parce que le travail, on va le poursuivre. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il y aura un livrable dans lequel vous allez trouver les détails de ces chiffres qu'on avance ici. Mais en tout cas, de ce qu'on a remarqué tout de suite, on s'est rendu compte que ça pose un souci, comparé à l'Afrique. Et donc vous avez un tableau ici qui détaille justement ces budgets-là. Alors, dans la loi de finances, parce qu'on a utilisé aussi ce document-là, que vous trouverez facilement sur le site du ministère des Finances en Centrafrique, on a un volet qui parle du budget citoyen. Donc c'est un récapitulatif de certaines lignes du budget. Et là, on voit que l'éducation, la santé et les affaires sociales, ça fait partie de ce qu'ils ont appelé budget citoyen. Et en tout, il y a 93 milliards de francs CFA qui sont alloués. Et la part de l'éducation, vous voyez très bien dans les chiffres, c'est la part la plus basse. Alors, on ne rentrera pas non plus dans les détails ici du tableau que vous voyez, mais c'est simplement de mettre en avant ce que représente clairement le financement de l'éducation en République centrafricaine. Alors pour la partie formation, je vais laisser la parole à Nelson qui va vous parler de quelques chiffres qu'on a pu trouver également. Tout à fait. Alors, en fait, on a tendance à critiquer le niveau scolaire en République centrafricaine, mais la composante de ce niveau scolaire, elle est faite par plusieurs intervenants. Donc, il y a les élèves qui, par le biais de leurs professeurs, développent leurs compétences. Et il y a aussi les professeurs qui sont là. Mais ces professeurs, ils n'ont pas leur savoir de manière, on va dire, ce ne sont pas des génies en fait. Il faut une formation à ces professeurs. Et aujourd'hui, en fait, dans cette conférence, le volet qui était important, c'était de mettre en évidence aussi les quelques manquements qu'on pouvait avoir au niveau de la formation de ces professeurs. À titre d'exemple, en général, la formation initiale d'un professeur, et qui est faite de manière accélérée en République centrafricaine, est de 9 mois. Quand, par exemple, on prend des chiffres pour le Sénégal ou pour la France, la formation d'un professeur dure 5 ans. Donc on a tout ce qui est niveau licence, master, etc. Il passe l'agrégation pour être professeur. Et donc, en 9 mois, un professeur, il n'a pas le temps d'absorber en fait le contenu dont il a besoin pour pouvoir retranscrire ces informations à ses élèves. Et on va dire que le manquement aujourd'hui au niveau éducatif vient d'une certaine manière de cet aspect-là. On peut aussi souligner le fait qu'on a un niveau de qualification des professeurs qui est assez faible. Donc, il y en a certains qui ont la chance de pouvoir étudier à l'étranger et revenir pour pouvoir développer leur savoir et le transmettre aux étudiants. Mais on a le cas aussi où, par exemple, c'est le cas pour les maîtres parents, où le niveau de qualification est un peu plus restreint, dans la mesure où, en général, ils n'ont simplement qu'un niveau brevet, voire moins, et c'est à partir de ce niveau-là qu'on va leur donner la certification de professeur et qu'ils vont pouvoir transmettre leur savoir. On peut aussi noter le manque de suivi des professeurs. On a regardé avec l'équipe auprès de la loi finance qui a été faite. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs académiques et de formateurs dans les différentes régions en République centrafricaine. Et donc, tous ces aspects-là sont à pointer parce que, dans la mesure où le niveau d'aujourd'hui,
en fait, le niveau d'aujourd'hui, en fait, il est altéré par ces éléments. On n'a pas assez de main-d'œuvre, on n'a pas assez de professeurs, on n'a pas assez d'inspecteurs académiques pour pouvoir élever le niveau scolaire en République centrafricaine. Et enfin, on peut notifier l'absence de recyclage des enseignants, c'est-à-dire qu'une fois que les enseignants sont sur le terrain, ils n'ont jamais de mise à niveau, de revue de programme. Alors, à titre d'information, chaque année, en général, le programme est revu par le ministère et ces programmes sont partagés dans les différentes académies, dans les différentes inspections académiques. Mais la transmission de l'information est compliquée dans la mesure où c'est les moyens de communication qui nous manquent. Et aujourd'hui, on a un niveau scolaire qui est faible par ces éléments. Merci Nelson. Alors, ce que je veux dire ici, il ne faut surtout pas avoir une coloration politique derrière. Parce que, comme vous le voyez en titre, on va parler de l'importance des données. Vous allez vous questionner, mais ouais, pourquoi il nous parle de Facebook ici? Pourquoi on a le logo de Google ou encore de Total? Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi il y a ces données-là et pourquoi je parle de l'importance des données. Alors Total, c'est une société qui a 100 ans aujourd'hui, enfin elle a eu 100 ans le 28 mars, parce qu'elle a été créée en mars 1924, pardon, donc elle a 100 ans maintenant. Et Total exploite ce qu'on a toujours l'habitude d'appeler de l'or noir. Donc pendant 100 ans, entre autres, ça fait partie des activités de Total, mais c'est l'activité principale, même si elle a des activités annexes. Facebook est une société qui a été créée en 2007. Donc, je crois qu'elle a quoi, 14, 17 ans 17 ans à peu près, à aujourd'hui. Et Facebook exploite de la donnée. On a Google qui date de 96, qui exploite elle aussi de la donnée. Donc, quand on prend ces trois sociétés, les deux dernières coûtent beaucoup plus cher en bourse, contrairement à Total. Donc leur valeur boursière dépasse de loin celle de Total. Alors pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est pour dire simplement que la donnée a de la valeur. La donnée est très importante. Et si chez nous en Centrafrique, alors c'est un peu l'objectif de ce travail qu'on a initié, c'est de s'appuyer sur des données réelles, s'appuyer sur des choses qui se passent en Centrafrique de façon factuelle, pour ensuite proposer des solutions qui vont essayer de répondre à ces besoins-là. Parce que sans ça, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire en termes de solutions aux problèmes centrafricains sans données, comme je le dis, au pire, au mieux en tout cas, on essaie de vendre du rêve, et au pire, c'est de la méchanceté ou de la mauvaise foi, tout simplement. Sans données, on ne peut pas inventer des solutions et essayer de dire qu'on va essayer d'apporter des solutions à certains problèmes centrafricains. C'est pour ça que dans le travail qu'on a commencé, on vous avait fait appel via ce lien-là, cette URL-là, pour que vous participiez également à ce projet-là. C'est-à-dire on a besoin d'avoir des informations factuelles, des informations concrètes sur ce qui se passe en Centrafrique. Nelson avait évoqué tout à l'heure le taux de redoublement qui est de 17%, mais sur les 17%, on peut se questionner combien d'élèves rentrent dans le système au début et combien on retrouve à la fin, à la sortie. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ça, il faut absolument s'appuyer sur des données réelles. Sans ça, on ne peut pas savoir. Un enfant peut être scolarisé, je vais donner un exemple comme ça, à Bambari, courant de l'année, ses parents peut-être déménagent pour aller vivre à Kakabandoro. Donc cet enfant quitte le système ici. Comment on fait pour tracer cet enfant-là? Comment faire pour savoir si cet enfant a été... l'enfant a déménagé tout simplement, ou bien l'enfant est sorti du système. Et donc pour ça, il faut absolument des données. C'est pour ça qu'on vous a mis à disposition un petit portail qui permet à n'importe qui, en tout cas les personnes qui ont des données à leur possession, de nous les envoyer, de nous faire des suggestions, et nous on va s'appuyer ensuite sur ces éléments-là pour qu'à la fin, sortir un document, un livrable dans lequel vous allez trouver tous les constats qu'on a fait, mais un peu plus poussés encore, et éventuellement des solutions qu'on mettra en face de chacun de ces problèmes qu'on a identifiés. Donc voilà un peu le but de cette conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion en dessous de cette vidéo.
et on vous apportera des éléments de réponse, soit comme ça en live, ou bien on prendra contact avec vous par la suite pour vous apporter des éléments de réponse à chacune des questions que vous pouvez vous poser. Donc voilà, je ne sais pas si là vous avez des questions ou pas. Et si ce n'est pas le cas, à distance, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. On répondra sans langue de bois. Voilà, merci à vous. Merci du temps que vous accordez à cet événement. Vous avez des questions? Ouais, mais il faut prendre le micro. Merci. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier sincèrement l'ULAB pour cette présentation, pour ce travail qui a été abattu. Je pense que la problématique de l'éducation, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le pilier de la nation. En fait, on forme les futures élites vers l'éducation. Si le système d'éducation ne fonctionne pas, c'est c'est tout un pays, toute une nation qui va vers sa perdition. Donc merci pour ces présentations. Moi j'avais une question par rapport au premier volet que vous avez présenté. J'aurais bien aimé que en face de chaque constat d'essayer d'esquisser un peu le pourquoi. C'est-à-dire, comme ça, on élabore tout le constat. Si, par exemple, il y a un taux élevé de maîtres parents par rapport à vos recherches, par rapport à vos interviews, vous pensez que la cause, c'est ça. Comme ça, au moins, on met à plat toutes les causes identifiées, et puis, via le portail, peut-être d'autres personnes peuvent compléter. Et c'est à partir de ces éléments qu'on peut établir des solutions. Parce que c'est bien le chiffre que vous avez présenté. À mon avis, ça reste macro. Bon, peut-être c'est voulu, mais d'aller un peu plus loin, voilà, on a ça, nous on pense que la cause c'est ça, et le deuxième volet, comme vous avez dit, par rapport à ces causes, voilà les solutions qu'on peut proposer. Donc moi c'est le petit apport que je pourrais amener par rapport à la conférence, et encore merci à vous. Ok. Merci beaucoup pour cette suggestion. Effectivement, le travail, alors là, on a juste fait un zoom très rapide, mais le travail, on essaie de tout faire pour ne pas rester dans la subjectivation. Je m'explique. On va faire un constat d'un fait. Partant de ce constat-là, en tout cas, c'est la méthode qu'on a décidé d'employer, d'utiliser. Partant de ce constat, on va identifier les différentes causes possibles. Parce que tant qu'on n'a pas les causes réelles, tout ce qu'on va proposer en face, ça sera du superficiel. Ça ne va pas répondre clairement au problème. Et donc, c'est un peu la démarche qu'on a adoptée. Pour l'instant, on est qu'au début du travail. On a voulu faire cette conférence pour faire une projection sur le travail qu'on a démarré. Mais effectivement, l'idée, en tout cas la documentation qu'on mettra à disposition de n'importe qui, ça peut être l'État centrafricain, ça peut être d'autres États qui aimeraient accompagner la Centrafrique sur le volet éducatif, ou encore des institutions qui aimeraient financer l'éducation Centrafrique, d'avoir en main un document qui établit un constat de façon claire et détaillée, toutes les causes en face, et on mettra en face de ces différents problèmes des solutions avec éventuellement des coûts, parce qu'on voulait aller jusque-là, pour que cet État-là puisse se dire, bon, j'ai un document qui est complet, ce qu'il reste à faire, c'est simplement de mettre en œuvre les différentes solutions qui sont proposées. Je vais citer un exemple. On a parlé ici de la formation des enseignants. Il y a des chiffres que Nelson avait évoqués, mais face à ça, si on se rend compte qu'il y a des carences, il y a des manquements, on va proposer des solutions. Mais ces solutions-là, elles vont s'appuyer sur quoi? S'il faut reformer ces enseignants, combien ça coûtera de former un seul enseignant? Parce qu'on avait vu, ceux qui sont formés, ils ont une bourse de 30 000 francs CFA. Mais est-ce que 30 000 francs CFA, c'est suffisant? Ce sont des questions qu'on se pose, mais pour avoir des réponses, on va questionner ces enseignants en formation pour savoir si réellement ça répond à leurs besoins.
Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont, des personnes qui sont des mères, des pères de famille, qui vont peut-être abandonner pendant un certain temps leur activité annexe, je n'en sais rien, pour se focaliser sur leur formation. Mais si elles acceptent de faire ça, comment elles vont faire pour payer la scolarité de leurs enfants? Est-ce qu'avec 30 000 ça suffit? Est-ce que les formations qui sont dispensées sur place au pays là-bas sont suffisantes ou pas? Ce sont autant de questions qu'on se pose. Et face à ces questions-là, on essaiera d'avoir des réponses avant de se projeter sur des pistes de solutions. Voilà un peu l'idée de ce travail qu'on a initié et on te remercie beaucoup pour la suggestion que tu as faite. Mais effectivement, ça fait partie des éléments sur lesquels on s'appuie pour produire ce livrable qui sera disponible. Alors, on ne donne pas de délai, mais ça sera disponible pour tout centrafricain ou tout État ou même l'État centrafricain qui aimerait accompagner la RC. Voilà. Merci à toi. Est-ce qu'on a des questions sur le questionnaire? C'est quoi la question? La question est pourriez-vous en dire plus sur le lien que vous avez partagé concernant le questionnaire auquel on appelle les compatriotes à répondre? D'accord. Alors, c'est un petit formulaire qui se remplit en très peu de temps, normalement. En moins de 2 minutes, c'est fait. Il y a 4 ou 5 questions, si je ne me trompe pas. Ils répondent à ces questions-là, ça va super vite, ça va très vite. Mais l'élément supplémentaire qu'on a voulu mettre en avant, c'est la possibilité à toute personne qui aimerait contribuer de nous rajouter des documents. Parce que se baser uniquement sur des paroles, on se méfie un peu de ça. Simplement parce qu'on se dit, n'importe qui peut se lever aujourd'hui pour faire un constat de l'éducation centrafricaine. Mais on ne va pas se baser sur les mots. Parce que nous, les mots ne sont pas suffisants. Il nous faut des données réelles. Si quelqu'un répond à ce formulaire-là, par exemple, en nous disant que dans sa localité, il y a 5 classes pour seulement un enseignant qualifié, il nous faut des preuves de tout ça. On ne peut pas se baser uniquement, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ces paroles-là. Il nous faut des données réelles sur lesquelles on va s'appuyer pour justement apporter des solutions concrètes à certains de ces problèmes-là. D'accord. Et êtes-vous entré en contact avec les autorités locales et la société civile, les syndicats, pour traiter ce sujet hautement régalien qu'est le système éducatif? Alors, rentrer en contact avec l'État, je dirais non. Rentrer en contact avec certaines institutions, c'est un travail qu'on a fait. Mais là aussi, il y a des problèmes qui ne sont pas visibles. Mais c'est une fois qu'on met les pieds, à ce moment-là, on peut se rendre compte. Et je vais citer un cas. On sait qu'on a une institution en Centrafrique qui gère les statistiques, c'est-à-dire les données du pays. Il y a une institution qui est censée faire ce travail-là. On s'est rapproché de l'institution en question pour avoir certaines informations. Malheureusement, ça nous a pris quand même un peu plus d'1 mois, ou même 2 si je ne dis pas de bêtises, et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de suite à tout ça. On a posé des questions, malheureusement, on n'a jamais eu de réponse. Ça, c'est un élément. L'autre élément aussi, on s'est beaucoup appuyé sur des rapports qui ont été établis par des ONG, ou même des ONG telles que l'UNICEF, l'UNESCO. Malheureusement, ce sont ces ONG-là qui ont la capacité de se déplacer un peu partout dans le pays, collecter des données, et même l'État s'appuie quelquefois sur certains rapports établis par ces entités-là. Donc on s'est appuyé dessus, mais aussi on s'est appuyé sur des reportages qui sont faits par une radio en particulier, notamment la radio des Keluka, qui font des interviews, et voilà, on s'est basé sur ces interviews-là pour collecter certaines données. Mais on aimerait bien, on aurait aimé que l'État nous aide. Alors, aider dans le sens, pas financer, on ne demande pas de l'argent à quelqu'un, mais c'est simplement nous fournir ces données-là, nous mettre à disposition ces différentes données pour qu'on puisse s'appuyer dessus et proposer des solutions qui répondent clairement aux différents besoins qu'on a dans l'éducation. Mais c'est effectivement un sujet qui est sensible, comme cette personne l'a mentionné. Malheureusement, on n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à avoir accès à certaines données. Et encore, les données que l'institution que
j'ai mentionnées et mettre à disposition, elles sont majoritairement obsolètes. Alors, ce sont des données qui datent de plusieurs années en arrière. Et alors que là, aujourd'hui, on est en 2024, donc on aimerait bien avoir des données à jour. Encore des données 2023, 2022, ça peut nous servir, mais si on se trouve en face des données de 2006, 2005 ou 2013 en allant, ça peut poser des problèmes. Et sur le site de cette institution, malheureusement, on retrouve des données qui remontent à ces périodes-là. D'accord. Et y a-t-il une date limite de clôture des retours que vous attendez à ce questionnaire? Et à quel horizon vous pensez donner une restitution de vos travaux? Alors, on n'a pas de date pour la collecte des données. Si on peut les recenser très rapidement, ça nous arrange. À partir du moment où on ne les a pas, on va continuer à faire en tout cas ce travail-là, c'est-à-dire chercher à avoir les informations. Et une fois qu'on aura suffisamment de données, à ce moment-là, on pourra travailler sur des choses réelles et produire justement le livrable. Donc, je dis comme ça, si par exemple en un mois on a tout, ou bien un maximum, dans la foulée, on va analyser tout ça et proposer des solutions. Donc ça peut prendre 2, 3, 4 mois, peu importe. Enfin, ça dépend de comment on va collecter ces données-là. Alors, une autre question. Là, je pense que c'est un commentaire particulier d'une personne qui te connaît, Shadrach. Okay. Christian Skin d'Otenay. Okay. Shadrach cesse de faire de la politique et déroule les solutions que le lab veut apporter dans l'amélioration du système éducatif. Alors déjà, sa phrase, à mon avis, ne commence pas de la bonne façon. Quand il dit que Shadrach cesse de faire de la politique, j'avais oublié de mentionner au début, ce que fait le lab, c'est de la politique. On fait tous de la politique. Du moment où on essaie de participer au développement de la cité qui est la République centrafricaine, on fait de la politique. Maintenant, il faut nuancer avec la politique partisane. Donc quand il me dit, Christian, Shadrach arrête de faire de la politique, est-ce qu'il parle de la politique partisane ou bien il parle de l'autre volet, c'est-à-dire essayer de participer à la vie de la cité. L'idée de la conférence aujourd'hui, ce n'est pas de parler des solutions. On l'avait dit dès le début. L'idée, c'est de faire d'abord un aperçu des constats de ce qui se passe en Centrafrique, un aperçu, parce que c'est pas en 1 heure, 2 heures qu'on peut parler, qu'on peut balayer justement tous ces problèmes-là. Faire un zoom là-dessus, et en partant de ce zoom, on essaiera par la suite de s'appuyer sur des données qu'on aura à notre portée, parce qu'aujourd'hui on a quelques informations, on n'a pas tout, on n'a pas le maximum. Quand on aura ces données-là, à ce moment-là, on peut parler de solutions. Mais l'idée aujourd'hui, c'est pas de parler de solutions. Je vais dire quelque chose à Christian. Là, si moi je m'aventure à donner une solution comme ça au doigt mouillé à Christian, je le connais, il est un peu taquin, il peut me questionner encore en me demandant « Ouais, mais tu t'appuies sur quoi pour dire ça ?» Et à date, si j'ai rien, ça discrédite clairement le travail qu'on a initié. Donc on n'aimerait pas se lancer comme ça au hasard. L'idée, c'est vraiment, on va s'appuyer sur des choses réelles, sur des choses qui se passent en Centrafrique et proposer des solutions à ces problèmes. Donc voilà ce que je peux dire à Christian. Alors, une autre question. Est-ce que vous pensez vous rapprocher des autres associations centrafricaines qui œuvrent dans ce domaine? Clairement, il y a le responsable d'une association que je connais qui est dans la salle ici. L'idée, c'est pas, on ne veut pas, ça il faudrait que ça soit clair dans l'esprit des personnes qui suivent le lab. On ne souhaite pas avoir la paternité de quelque chose. On ne souhaite pas que demain on dit que c'est grâce au lab qu'il y a ça. Non, ce n'est pas l'idée. Donc on se rapprochera naturellement des associations qui œuvrent dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit, il y a le responsable d'une des associations qui est ici dans la salle. C'est un travail qu'on va faire de façon collective. Et donc, nous, on va se rapprocher des associations. Mais s'il y en a certaines qu'on ne connaît pas, il ne faudrait surtout pas... Alors, je parle d'associations, mais ça peut être des personnes aussi physiques directement. Mais s'il y en a certaines qu'on ne connaît pas, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des choses à apporter sur ce travail-là. On n'a pas envie de... Et on ne peut pas d'ailleurs se baser que sur ce qu'on sait faire, entre guillemets, ou bien sur nos capacités à rechercher des choses. Non, on aimerait vraiment travailler de façon collective.
Donc, s'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui aimeraient nous aider, s'il y a des structures associatives qu'on ne connaît pas à date, mais qui travaillent aussi dans ce secteur-là, on aimerait bien collaborer ensemble pour produire quelque chose qui répond finalement aux besoins centrafricains. D'accord. Du coup, est-il possible de montrer un exemplaire de ce questionnaire-là ou pas? Alors, le lien, c'est ce qui est ici. Je vais essayer de le faire en live. Je sais pas si... Voilà. Il ressemble à ça. Donc, ce qu'on demande en premier, c'est l'identité de la personne. Donc, nom, prénom, téléphone, éventuellement pour garder contact, l'adresse mail, pays de résidence aussi, parce qu'on aimerait savoir où se trouvent les personnes qui acceptent de nous accompagner dans ce projet. Et la première question qu'on pose naturellement, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu éducatif ou pas? Vous voyez ici, il n'y a que 2 options possibles, oui ou non. La deuxième question, pareil. Alors, l'éducation, on avait mentionné dès le début. Je ne sais pas si les personnes l'ont encore en tête. L'éducation, c'est un des éléments piliers de la politique du président fondateur Barthélemy Boganda. Et ça fait partie aussi des verbes sur lesquels on s'appuie pour travailler sur nos différents projets. L'instruction. Donc on questionne, est-ce que dans ce qui se fait actuellement, les personnes qui vont répondre à ce questionnaire-là pensent que ces différents verbes sont utilisés ou pas? Est-ce que l'instruction se passe un peu comme Boganda l'imaginait ou pas? Donc là aussi, pareil, 2 options possibles, oui ou non. La troisième question, vous voyez, pensez-vous que le système éducatif centrafricain, donc le fondamental 1, nécessite une évolution? C'est à vous de répondre oui ou non. Là, quand on parle du système, on parle du contenu de ce qui est délivré. Juste pour information, les personnes qui aimeraient avoir accès à ces éléments-là, il y a un document qui s'appelle le curricula, qui est mis à disposition des responsables d'établissement par l'État. Donc c'est l'État qui imprime ces documents et qui le met à disposition de ces écoles. Et dans ce document, on a réussi à l'avoir difficilement, mais on a réussi quand même à l'avoir. Donc dans ce document, vous aurez accès au contenu de ce qui est délivré. Donc à ce moment-là, dites-nous si vous pensez que ça répond aux besoins centrafricains ou bien le fondamental 1 nécessite une évolution. Donc là, pareil, c'est 2 options possibles, oui ou non. Et après, la possibilité de rajouter un petit commentaire. Si vous pensez que le système éducatif centrafricain, notamment le fondamental 1, c'est-à-dire du CP jusqu'au CM2, si vous pensez que ce système-là nécessite une évolution, à vous de nous les mentionner. Et après, vous avez, comme je l'avais mentionné au début, la possibilité de rajouter un document. Donc si vous avez un document en votre possession, un rapport dans lequel on peut trouver des données, n'hésitez pas à l'ajouter dans ce formulaire-là. Et au dernier point, vous validez que vous n'êtes pas un robot. C'est-à-dire, un formulaire peut être rempli par une machine. Et nous, on veut s'assurer que c'est bien un être humain qui remplit le formulaire avant de cliquer sur le bouton « J'ai terminé ». Et quand vous faites « J'ai terminé », vous allez recevoir systématiquement une notification avec tous les éléments que vous nous avez envoyés. Et nous, en parallèle, on reçoit également les mêmes informations. Et après, si on pense qu'on a, en tout cas en analysant les informations que vous allez nous envoyer, si on se dit qu'il y a quand même des éléments à clarifier, là, on prendra contact avec vous grâce à ces 2 informations, soit le téléphone ou bien l'adresse mail que vous avez fournie dès le début du formulaire. Donc voilà à quoi il ressemble. Il n'est pas long. Pour le remplir, ça prend très peu de temps. En moins de 2 minutes, c'est fait. En moins d'1 minute même, je pense que c'est fait. Oui. Concernant le formulaire, là on est dans le cadre de recueil et traitement des données. Je sais que c'est un sujet très cadré par le RGPD. Quelle garantie le lab fournit aux personnes qui vont remplir ce formulaire sur la protection de leurs données? Alors, on le met ici. C'est clair et spécifié tout en bas de ce formulaire-là. C'est-à-dire toutes les données qui vont être envoyées depuis ce formulaire-là
vont être stockés dans une base de données contrôlée par le lab. C'est-à-dire on a une base de données derrière cet outil dans laquelle toutes ces informations qui vont être postées ici vont être enregistrées. Et alors, ce n'est pas, là je rentre un peu plus dans des termes techniques, ce n'est pas un serveur dédié, c'est qu'on n'a pas la main totalement sur le serveur, on n'a pas la gestion entière de ce serveur-là, mais c'est plutôt un serveur mutualisé. Et qui dit serveur mutualisé, l'entité qui est censée être responsable de toutes les attaques, tout ce qu'on peut avoir, au-delà des différents contrôles qu'on mettra sur le formulaire ici, c'est l'hébergeur. Mais nous, dans ce formulaire-là, les données qui sont traitées ici sont bien analysées par le système derrière cet outil. C'est-à-dire il y a une analyse qui est faite. On va éviter, par exemple, que quelqu'un passe par ce site-là pour avoir accès à la base de données qu'il y a derrière. Ce contrôle, il est fait dans cet outil. Donc, les informations qui sont renseignées dans ce formulaire-là, une fois que la personne a cliqué sur le bouton terminer, vont être enregistrées dans une base, tout simplement. Et la personne a la possibilité de demander à avoir accès à ces données, la concernant. Donc, en termes de protection, on a la responsabilité de la collecte ici, mais comme c'est un serveur mutualisé, c'est l'hébergeur qui a la responsabilité de tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire, si son parc de machines est attaqué, c'est à nous de lui demander des comptes. Si demain, les informations qui sont renseignées ici se retrouvent sur Internet, de par sa faute, là, la responsabilité, ça sera plutôt de l'hébergeur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ou bien il y a des zones qui sont floues. Non, c'est l'élément de réponse. En fait, c'est des questions qui naturellement vont se poser parce que on recueille des données plus ou moins personnelles. Oui. Donc ça, c'est des questions qui vont naturellement se poser, se répondre. Okay. J'imagine que vous avez eu le temps de réfléchir à la question aussi. Totalement. C'est un travail qui avait été fait avant la mise en ligne de cet outil-là. Alors, j'ai donc une remarque qui clairement parle de M. Marius Sinclair-Tomanji, qui effectivement pourra éclairer sur certaines données de la localité dans laquelle son association exerce. Et on nous donne également le nom de M. Eloge Ponzelo sur Facebook, qui a une association qui fait un travail remarquable, et que Shadrach, le lab, ne devrait pas se limiter aux données des institutions étatiques. Ça, c'est notre ami Christian Dotenet. Okay. Et nous avons également une autre remarque de M. Clovis Pengou. Les constats que vous avez faits, est-ce que vous avez pris en compte les problèmes liés aux fournitures scolaires, tels que des matériels, des manuels scolaires et autres? Je peux vous mettre en contact avec un établissement privé à Amiens qui pourra vous fournir quelques manuels scolaires. Si vous êtes intéressé, M. Shadrach pourra me contacter après. Ok. Merci pour ces différentes participations. Merci à Christian et à Clovis aussi. Si je peux apporter des éléments de réponse par rapport à la personne qui m'a interpellé, en fait, on a une association en effet qui s'appelle ASFK. Et aujourd'hui, on est sorti un peu de la ville de Bangui, on s'attaque à cette problématique que vous avez identifiée, donc à l'école élémentaire. Et nous, le rôle de ASFK, c'est justement d'essayer d'agir sur... Oui, excusez-moi. Donc je disais, avec notre association ASFK, on travaille sur deux volets. Donc la volet éducation, qui s'oriente vers le fondamental. Parce que nous, on part du constat que c'est la base. Et la cause des chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure de déscolarisation, d'analphabétisation, pour nous, on pense que ça prend sa racine au niveau du fondamental.
Donc le travail que nous on fait, c'est d'identifier les facteurs qui font que un élève soit ne va pas à l'école, soit sort du circuit scolaire. Et là, on est en train de suivre un établissement à Bossémélé qui recueille des orphelins. Et après des déplacements qu'on a fait sur le terrain, on a identifié un certain nombre de facteurs. Par exemple, chez les enfants, il y a une problématique de problème de vue. Des fois, les enfants, ils ont des problèmes de vue. Ils ne savent pas parce que ce n'est pas diagnostiqué. Donc, ils ont des difficultés à lire. Et ces difficultés font que, comme ce n'est pas identifié par les professeurs, le corps enseignant, on pense que les enfants, ils ne savent pas lire ou ils sont bêtes, alors que non. Ils ont juste des difficultés par rapport à leur vision, à leur vue. Donc, on travaille avec un médecin ophtalmologue pour mettre en place des campagnes de dépistage pour identifier très tôt ces enfants-là qui ont des problèmes de vue, pour les aider, les accompagner, mettre à disposition, mais ça c'est le volet solution. Et voilà. Donc ça c'est des causes qu'on a identifiées. Et côté filles aussi, on a identifié, deux fois, à l'âge d'adolescence, il y a des jeunes filles qui ont leur première menstruation, des règles. Et ça peut faire l'objet de moqueries au sein de l'établissement. Ce qui fait que les enfants se replient sur, les jeunes filles se replient sur elles-mêmes, et ça peut être aussi des facteurs qui font que les enfants sortent du circuit scolaire. Et le troisième qu'on a identifié, j'en termine, c'est tout simplement, à l'époque, moi, j'ai plus de 40 ans maintenant, j'ai fait une bonne partie de mes études primaires en province. À l'époque, on avait le programme de PAM, où on donnait à manger à l'école, où l'établissement avait un champ, des trucs comme ça qu'on cultivait, et on préparait ces produits à l'école pour donner aux enfants. Et des fois, il y a des parents, c'était le seul endroit où les enfants pouvaient avoir un repas, comme on dit, convenable. Donc c'était un moyen aussi d'attirer les enfants à l'école. Aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus. Donc ça peut aussi, entre autres, être des facteurs qui font que dès l'école primaire, les enfants peuvent sortir du circuit scolaire. Donc c'est l'un des causes qu'on a identifiées. Il y en a plein d'autres, mais bon, je laisse nos amis sur Facebook s'ils peuvent compléter et puis alimenter ça. Ok. Merci beaucoup. Alors, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, c'est ce qu'il a dit. Je connais un peu Marius, ça fait un petit moment quand même, effectivement. Ce qu'il a cité, il a totalement raison. Il y a plein de facteurs comme ça qui font que les enfants quittent le système scolaire. Et tant qu'on n'identifie pas de manière précise ces facteurs-là, toutes les solutions qu'on peut proposer, au pire, c'est vraiment de l'imposture, tout simplement. Quelqu'un qui se lève comme ça un matin pour dire que bon, je vais apporter des solutions à ces différents problèmes sans les identifier avec précision, c'est de l'imposture pure. Il n'y a pas un autre nom. Donc je partage entièrement ce qu'il a dit, Marius. Effectivement, l'idée derrière ce travail-là, c'est vraiment de collecter ces différentes données et partant de là, essayer de dire, face à tel problème, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. C'est un peu l'idée de ce travail-là. Donc on prendra contact naturellement avec l'association pour qu'on puisse travailler en collaboration sur ce projet-là. C'est la démarche qui est la nôtre. Si je peux juste compléter, en tout cas, merci pour votre intervention, Marius. Le constat que vous avez fait est, je ne vais pas dire véridique, mais c'est en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. Dans la mesure où, avec l'association que j'ai aussi, qui œuvre à Bangassou, qui s'occupe également d'orphelins, il y a ces problématiques qui existent. Donc, les enfants qui sont en situation de handicap, notamment, que l'association accompagne au quotidien, et tout ce que vous avez cité. Donc, l'association offre aussi un soutien médical
et elle essaye de faire le nécessaire pour qu'ils puissent avoir accès à l'éducation, notamment avec le fait qu'on puisse rémunérer les maîtres parents pour véhiculer donc, tout ce qui est compétences et système éducatif. Et du coup, c'est parfaitement en adéquation avec ce que nous attendons de l'association. Donc, vos informations seront d'un grand bénéfice pour nous. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'ère où la culture est au cœur de l'éducation nationale. Quelle sera la place de la culture centrafricaine dans le système éducatif centrafricain? Question de M. Ouate Dawe. Alors, si la personne peut apporter quelques précisions, ça serait bien, parce que la culture est vaste. C'est quand même... c'est un domaine qui est large. Mais l'éducation, c'est un ensemble. Et ce qui se fait en Centrafrique, alors là, on n'a pas détaillé ou mis sur la table ce qui est contenu dans le curricula, parce que je l'avais mentionné, le curricula, c'est la Bible, entre guillemets, du Fondamental 1. C'est-à-dire, dans ce document, on va lister les différents programmes qui doivent être enseignés. Et nous, on a réussi à avoir ce document-là. L'idée derrière ça, parce que là, la personne demande clairement des pistes de solutions, mais nous, on va pas s'engager tout de suite à commencer à énumérer des solutions, parce que parler justement des problèmes centrafricains sans information, dire que ce sont des solutions qu'on peut proposer, c'est de l'imposture. On n'aimerait pas tomber justement dans ce piège-là. On est en train de prendre connaissance de manière détaillée du document qui est en notre possession, savoir clairement ce qui est dispensé aux élèves du Fondamental 1, et partant de ce constat-là, c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut éventuellement penser à lister des pistes de solutions, voir comment on peut intégrer la culture si ce n'est pas déjà le cas, parce que là aussi il faudrait qu'on le sache. Et si c'est le cas, est-ce que c'est adapté à la réalité centrafricaine ou pas? Ce sont des questions qu'on va se poser, et si on a des réponses à ces questions, à ce moment-là on peut être en mesure de proposer des solutions. Mais à date, on ne va pas prendre le risque, en tout cas on ne va pas s'hasarder à sortir comme ça des solutions de notre poche en disant que le volet culturel, il faut l'intégrer dans l'éducation. Si oui, mais qu'est-ce qu'on doit intégrer? Donc voilà, c'est ce que je peux dire à la personne qui a posé la question. C'est une bonne question, mais on n'est pas au stade des solutions. Quand on sera à ce stade-là, le document qu'on mettra à disposition de tous les Centrafricains, vous y trouverez effectivement nos pistes de solutions. D'accord. Cyrus nous dit à juste titre, l'heure est à l'état des lieux de toutes ces activités, donc de toutes ces associations qui travaillent sur ce sujet et permettent de consolider, de continuer à avancer dans le sens de ce qui a été entrepris. Voilà, donc je suppose que le lab va entrer en contact avec les associations comme celle de Marius. Mais pour compléter la question de Monsieur Ouate Dawe, peut-être qu'il demandait la place du Sango. Ah, ok. Alors, c'est dans le travail qu'on a fait, on a identifié un document. Alors, je ne me rappelle plus de ce document-là, mais je peux le projeter ici. Voilà, c'est ce document-là, plan sectoriel de l'éducation, 2020-2029. On est aujourd'hui 2024, il reste 5 ans pour que... Il s'affiche c'est pas projeté? Ok. J'ai été déconnecté. Je sais pas si c'est fait ou pas. Non, pas encore.
Bon, il ne veut pas. Alors, donc, c'est un document qui s'appelle Plan sectoriel. Je pense que si vous tapez sur Internet, Plan sectoriel de l'éducation 2020-2029, vous allez tomber sur ce document-là. Donc, c'est un PDF de plusieurs pages. De 365 pages. 365 jours. Non. Donc, c'est de 2020 à 2029. On est en 2024 aujourd'hui. Dans ce document, moi, je pense, en tout cas de notre point de vue au sein du lab, il est complet ce document-là. Et dans ce document, on trouverait également l'introduction de l'enseignement du sango dans les écoles. C'est ce qui est mentionné. Maintenant, dans la mise en œuvre, c'est un autre sujet. Pourquoi? Où est-ce qu'on en est dans tout ce qui est mentionné dans ce document-là? Là, on n'a pas d'éléments dessus, malheureusement. Donc, effectivement, le sango, c'est important, et je pense qu'ils l'ont compris quand ils ont fait ce document-là. Enseigner dans la langue nationale, c'est très important. C'est très important. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait? Peut-être que c'est fait en ce moment, mais je doute fort là-dessus. Pourquoi ça n'a pas été fait? Là, malheureusement, on n'a pas de réponse à ça, pour l'enseignement de la langue. D'accord. J'ai plus de questions. Alors, si vous avez encore des questions, posez-les. Nous allons terminer d'ici une petite quinzaine de minutes. Je ne sais pas si, du coup, Shadrach ou Nelson, vous pourrez nous faire un résumé, en fait, de tout ce qui a été dit pour ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Alors, l'objectif de cette conférence, c'était, comme on l'avait mentionné au début, c'était de faire une projection, un zoom très rapide sur quelques constats de ce qui se fait dans le système éducatif centrafricain, notamment le fondamental 1, essentiellement. On n'a pas poussé le bouchon loin, et c'est un peu comme ce que Marius avait dit, c'est que pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes de l'éducation centrafrique, il faut commencer par la base. Et la base, c'est notamment le fondamental 1. Donc, c'est là aussi qu'on s'est dit, on va commencer, on va démarrer. Donc, on a fait quelques constats. Selon les recherches qu'on a faites, on a trouvé des informations, on a trouvé des données. Donc, on s'est appuyé dessus pour élaborer un certain nombre de constats, pas de manière exhaustive pour l'instant. Et c'est un peu l'idée du formulaire qu'on avait mis à la disposition des Centrafricains. Et de ces différents constats-là, on les a catégorisés un peu. Parce qu'on a fait un constat sur le plan du contenu de ce qui est dispensé, de la formation. Alors la formation des enseignants fait partie également. On a fait un constat sur l'organisation, comment l'éducation est organisée dans le fondamental 1. On a fait aussi un zoom sur les structures qui existent. Et le dernier point qu'on avait soulevé, c'était le financement de l'éducation. Et pour ça, on s'est appuyé, pour la partie financement par exemple, on s'est appuyé sur la loi de finances, parce que dans ce document-là, effectivement, on trouve beaucoup d'éléments, beaucoup de détails là-dedans. Et on peut tout de suite remarquer, on l'avait mentionné, que la part du budget qui est dédié à l'éducation, elle est basse, contrairement à ce qui se fait dans les pays africains. C'est vraiment le taux le plus bas. Et après, par la suite aussi, on s'est appuyé sur des problèmes structurels et d'organisation aussi. On a évoqué ce qui se passe dans certaines localités du pays. On n'a pas centralisé nos recherches uniquement à Bangui, on a poussé le bouchon un peu plus loin. Donc on est allé jusqu'à Pirao, dans la préfecture de la Nana Mambéré, et c'est là où on s'est rendu compte que dans certaines classes, on peut se retrouver avec 200 élèves, plus de 140 élèves pour un enseignant qualifié. Et donc, avec ce ratio-là, vous voyez tout de suite que ça peut poser des problèmes. Maintenant, lesquels, on ne sait pas. Ce qui est certain, un enseignant devant 150 élèves ou 200 élèves, il ne pourra pas suivre tout le monde. Ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin de faire tout un tas de débats autour. Il ne pourra jamais suivre tout le monde. Marius avait évoqué un sujet ici de problème de vue que certains enfants peuvent avoir. Ça, un enseignant ne peut pas, d'ailleurs, ce n'est pas son travail, il ne peut pas se rendre compte de ces difficultés-là. Et ce qui peut provoquer justement la sortie de certains enfants du circuit scolaire. Et donc ces éléments-là, il faudrait qu'on pousse un peu plus loin les recherches pour identifier les vraies causes. Et à partir de ce moment-là, on peut éventuellement évoquer des solutions à ces problèmes-là. Donc voilà les différents sujets qu'on avait abordés. Je ne sais pas si Nelson, tu as des éléments à rajouter dessus. Et à la fin, on avait projeté justement le lien qui permettrait
à n'importe quelle personne qui aimerait, personne ou bien personne physique ou morale, hein, une association, qui aimerait nous accompagner, en tout cas aux associations qu'on ne connaît pas encore. C'est le message qu'on vous lance. N'hésitez pas à nous contacter avec un petit message et nous, on reviendra vers vous ensuite pour avoir, essayer de mettre en place ensemble un socle sur lequel on peut travailler. Et pour celles qu'on connaît, on prendra contact avec vous pour voir de quelle façon on peut travailler main dans la main, de façon collective sur ce projet qui touche la nation centrafricaine dans son ensemble. Parce qu'on entend dire qu'on a une population jeune très élevée, mais si cette jeunesse-là n'est pas bien formée, on ne voit pas en quoi ça peut être un élément booster du développement de la République centrafricaine. Voilà de façon succincte ce qu'on peut dire en résumé de cette présentation. Mais le travail va continuer et l'objectif, gardez-le en tête, c'est d'avoir un livrable à la fin dans lequel on trouvera ces constats-là de manière détaillée et des pistes de solutions à ces différents constats. Rien à ajouter? J'ai rien à rajouter moi de mon côté. Je vais tout synthétiser. Ok, merci encore à toutes les personnes qui ont participé avec leurs questions, qui ont suivi, qui ont partagé. N'hésitez pas si vous avez des questions. On pourra vous répondre plus tard. Mais laissez-les en commentaire et puis on y répondra. Merci. Merci à tous. Merci.